La création d'une macro-commande est un défi de tous les instants, surtout lorsqu'on veut automatiser des tâches complexes en entreprise. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, on va expliquer en détail la création d'une macro-commande pour automatiser des tâches dans Microsoft Excel. Si vous avez consulté des tutoriels ou si vous avez regardé dans des manuels explicatifs sur le logiciel Excel, vous êtes aperçu que les exemples qu'on donne pour créer les macro-commandes sont toujours des exemples excessivement simples. C'est très bien pour montrer comment on peut faire une macro-commande, mais pour faire une macro-commande réellement dans le quotidien d'une entreprise avec des tâches complexes, ça ne fonctionne pas très bien. Parce qu'il y a une marche à monter entre ce qu'on voit habituellement dans les tutoriels, qui sont des trucs extrêmement simples, et ce qu'on retrouve dans la réalité d'une entreprise. Ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui est un exemple réel. Donc, relativement complexe, mais très utile pour une entreprise. Et c'est ça qu'on veut avoir, c'est ça qu'on veut apprendre aujourd'hui pour être capable d'utiliser réellement une macro-commande dans une entreprise. Alors, pour ce faire, on va avoir un fichier de statistiques historiques. Alors, nous avons ici les ventes pour le mois de janvier. On va recevoir ce tableau à chaque mois pour le mois précédent. Donc là, on a le mois de janvier, on a le numéro de transaction, la date, l'heure de la transaction, le numéro de client, le numéro du produit. On a 100 produits dans notre entreprise, numérotés de 1 à 100. Les ventes, ou le prix de vente relié à cette transaction, et le type de transaction. Il y a 3 types de transactions. Le premier type, c'est en boutique. En boutique, ça veut dire que le client s'est déplacé en boutique pour venir acheter le produit. Donc, la transaction 1 s'est faite le 1er janvier à 15 heures. Avec le client 745, il a acheté le produit 84 au prix de 1388,92. Il l'a acheté en personne, en boutique. Le deuxième type de transaction, ce sont les transactions qui sont en ligne. Les transactions en ligne, c'est des transactions comme son nom l'indique, où le client s'est rendu sur le site web, notre site web, pour acheter le produit. Le troisième type de transaction, c'est les types sites partenaires. Site partenaire, ça veut dire quoi? Le client a acheté notre produit, mais pas sur notre site web, sur le site web d'un de nos partenaires qui vend nos produits pour nous. Donc, la transaction numéro 7 du 2 janvier à 15 heures, c'est fait pour le client 896, il a acheté le produit 76 au coût de 583,17 à partir d'un site partenaire. Alors, nous avons ici les données historiques que nous allons recevoir à chaque mois. C'est à partir de ces données que nous allons créer notre macro-commande. La macro-commande va servir à quoi? Elle va servir à venir créer un genre de tableau de bord statistique pour les données historiques de chacun des mois. Et comme je l'ai dit, c'est relativement complexe ce qu'on va faire. Alors voici ce que nous voulons faire. Le résultat final est ce qu'on voit à l'écran. Donc, à gauche, on voit nos données historiques dans les colonnes A à G. Et à droite, on voit ce que la macro-commande va créer. La macro-commande va créer quoi? Un titre, un tableau, qui est un tableau croisé dynamique, un second tableau croisé dynamique et des graphiques. On voit que la section à créer par la macro est divisée en 2 portions. Une partie qui présente différents tableaux, à partir de tableaux croisés dynamiques, donc des statistiques sur les ventes dans ce cas-là du mois de janvier, et la partie de droite qui présente dans le fond les tableaux, mais sous une forme graphique pour que ce soit plus facile à lire. Pour être capable de faire la macro-commande, il faut comprendre précisément ce que nous avons à faire. Allons dans le fichier Excel pour analyser plus précisément la tâche à exécuter. Voici le résultat final pour le mois de janvier. Alors, les colonnes A à G sont les données historiques que nous avons reçues. Parfait. Les colonnes H et L ont une largeur de 2. Les colonnes I, J et K ont une largeur de 18. La colonne M a une largeur de 70. On voit que nous avons un titre.
Le titre, c'est analyse mensuelle des résultats. Le titre est en gras. Les cellules sont en gris. Le premier tableau croisé dynamique, c'est celui-là. Il est situé à la cellule I3. La première colonne, c'est le type de transaction. La deuxième, c'est le nombre de transactions. Donc, il y a eu, pour le mois de janvier, 50 transactions en boutique. Et la troisième colonne, c'est les ventes mensuelles. Les ventes en boutique ont totalisé des ventes de 66 158 $. Ce tableau a une bordure simple partout, sauf la bordure qui sépare le titre et les données, et la bordure qui sépare les données du total, qui a une bordure qui est plus large. Ce tableau est utilisé pour créer le premier graphique. On voit que le premier graphique est un graphique secteur qui utilise la première colonne de titre de transaction et les ventes mensuelles. Ce graphique secteur a un titre qui s'appelle « Vente mensuelle par type de transaction ». Ce graphique secteur a une légende que nous avons élargie à la largeur du graphique et a l'étiquette qui est à l'intérieur des secteurs. L'étiquette a été mise en gras et de couleur blanche pour qu'on puisse la voir de façon plus simple. Le deuxième tableau croisé dynamique est à la cellule I9. Ce tableau croisé dynamique présente les transactions par numéro de produit. Donc, on a eu ici pour le numéro de produit 1, 3 transactions en janvier pour des ventes mensuelles en janvier de 4 515 $. On remarque, même chose que dans le premier tableau, ce tableau croisé dynamique a des bordures simples, sauf pour ce qui sépare le titre des données. On remarque que les deux premières colonnes sont centrées, les titres sont centrés, et la troisième colonne, c'est des dollars français Canada, sans décimales, alignés à droite. On voit aussi que, par exemple, ici on a le produit 1 et le produit 3. Le produit 2 n'est pas là. Le produit 2 n'est pas là, pourquoi? Parce que en janvier, il n'y a pas eu de vente de produit 2, tout simplement. Ce qui peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vente du produit numéro 2 en février ou en mars. On voit la même chose pour, ici, le produit 22. On voit le produit 21, on voit le produit 23, mais on ne voit pas le produit 22. Alors, pourquoi j'explique ça? Parce que on a dit tantôt qu'on avait 100 produits. Ce qui veut donc dire que ce tableau va avoir une longueur variable. Ce qui n'est pas le cas pour le premier tableau. Le premier tableau va toujours avoir exactement cette forme parce qu'on n'a seulement que 3 types de transactions. Tandis que le deuxième tableau croisé dynamique, comme le nombre de produits vendus dans un mois peut varier, parce que, comme par exemple si le produit 2 n'est pas là, ou le produit 22 n'est pas là, ben la longueur de ce deuxième tableau croisé dynamique va être variable. Il faut donc laisser de place à ce tableau pour pouvoir mettre toutes les possibilités de quantité. J'ai 100 produits. Le premier produit est à la ligne 10, donc le dernier produit pourrait être à la ligne 110. Et c'est pour ça qu'en dessous de ce deuxième tableau croisé dynamique, il y a un espace libre qui est là pour pouvoir mettre les produits qui, dans le cas du mois de janvier, ne sont pas là, mais qui, dans le mois du mois de février, pourraient être là. On voit ici, par exemple, que le produit numéro 99 n'a pas été vendu en janvier. Mais il n'y a rien qui nous dit qu'il ne serait pas vendu en février. Le troisième tableau croisé dynamique va donc débuter ici en I112. Ce troisième tableau croisé dynamique va présenter les ventes par jour. Donc, on a ici le 1er janvier avec les ventes du jour pour le 1er janvier. Ce troisième tableau croisé dynamique a toujours des bordures simples avec une bordure plus large qui sépare le titre des données. C'est ce troisième tableau qui est utilisé pour construire le deuxième graphique ici. Ce deuxième graphique, c'est les ventes par jour. Si je descends, vous allez voir qu'effectivement, c'est les ventes par jour qui ont été sélectionnées pour créer ce second graphique. Ce second graphique s'appelle vente par jour. Il a toujours une taille de 14. On pourrait l'appeler vente quotidienne. Ce second graphique est un graphique courbe avec un axe vertical qui est en dollars français Canada sans décimales et les dates sont verticales pour être capable de les lire plus facilement. Alors, c'est ce que nous voulons construire comme tableau de statistiques dans les colonnes H à M.
Résumons ce que nous venons de dire. On se souvient que notre tableau est constitué de deux sections. Une section de données historiques, une section de statistiques, qui est dans le fond un tableau de bord pour le mois que je suis en train d'analyser. Ce tableau de statistiques a un titre centré sur les 5 colonnes, le titre est en gras, a des colonnes de différentes largeurs qui sont déjà définies, a 3 tableaux croisés dynamiques et 2 graphiques qui sont situés à des endroits très précis à l'intérieur de notre fichier. Une fois qu'on sait ça, on peut débuter notre macro. La macro va se faire dans le fichier Excel dans lequel nous sommes en train de travailler. On voit ici que nous avons la feuille pour le mois de janvier 2023. Donc, on ne va pas travailler dans cette feuille, on va importer une nouvelle feuille pour le mois de février. La macro va commencer à partir du moment où la nouvelle feuille sera dans le fichier. On ne va donc pas inclure la portion importation de la nouvelle feuille dans la macro parce que ça varie d'un mois à l'autre. Il faut donc commencer par l'importation de la feuille pour ensuite débuter la macro. Nous avons reçu les statistiques pour le mois de février. Il suffit d'ouvrir la feuille ou le fichier Excel pour le mois de février. On voit que le mois de février, ici, la feuille s'appelle « Transactions ». Je vais prendre cette feuille et je vais la copier dans mon fichier où je vais avoir la macro. Cette feuille, je vais la mettre à la fin de mon fichier. Je la mets à la fin tout simplement parce que c'est la statistique du mois de février, donc c'est logique que ça vienne après le mois de janvier. On remarque ici que le nom de la feuille s'appelle « Transactions ». Transaction, c'est un mot, sans espace, sans caractères spéciaux. C'est très, très, très important que le nom de la feuille dans laquelle notre macro-commande va se faire porte toujours le même nom. C'est-à-dire, on va faire la macro-commande dans la feuille transaction. Lorsque la macro-commande va être terminée, on va modifier le nom de la feuille transaction pour l'appeler transaction février 2023. Lorsque nous allons recevoir les données du mois de mars, on va importer les données du mois de mars dans ce fichier. Il y aura donc une troisième feuille qui va s'appeler transaction. Et c'est dans cette nouvelle feuille de transaction qui va avoir les données historiques du mois de mars que nous allons appliquer la macro. Et lorsque la macro sera appliquée, on va changer le nom de la feuille de transaction pour l'appeler transaction mars 2023. Et ça, c'est pas un détail insignifiant parce que si la feuille change de nom, la macro ne fonctionne plus. La macro nous dit « Ah, je suis pas capable de trouver la feuille dans laquelle la macro va s'exécuter. » Alors, pour faire la macro, on s'en va dans « Développeur ». On n'est pas obligé de cliquer sur « Utiliser les références relatives ». Pourquoi? Parce que si on regarde dans notre fichier de résultats, les graphiques sont exactement toujours à la même place. Les tableaux croisés dynamiques sont aussi toujours à la même place. Donc, on ne va pas avoir de position relative dans notre macro. Alors, on clique tout de suite sur « Enregistrer de macro » et on va lui donner un titre, tout simplement. Alors, le titre, ça sera « Statistiques mensuelles ». Comme le nom de la feuille, le titre, c'est un seul mot, sans espace, sans caractères spéciaux. Notre touche de raccourci sera CTRL-J. Et je fais OK. À partir de ce moment, tout ce que je vais faire à l'écran sera enregistré dans la macro. Alors, débutons. La colonne H et la colonne L ont une largeur de 2. Les colonnes IJK ont une largeur de 18. La colonne M a une largeur de 70. Je vois que la colonne M dépasse un peu. Je vais venir changer ici mon zoom. Je vais le mettre à
92 pour bien voir tout ce qui se passe dans notre fichier. J'ai un titre. Mon titre, c'est Statistiques mensuelles, résultats. Ça. Mon titre est en gras. Le fond de ces cellules sont en gris et ce titre, il est centré sur plusieurs colonnes. Le premier tableau croisé dynamique va se faire en I3. Pour créer le tableau croisé dynamique, je débute par la sélection des colonnes A à G. Je sélectionne les colonnes A à G parce que le tableau statistique, tout dépendant du mois, n'a pas la même longueur. Donc, je prends toutes les colonnes A à G et là, je m'en vais dans Insertion, tableau croisé dynamique, où je vais voir que les colonnes A à G ont été sélectionnées. Je vais mettre mon tableau croisé dynamique dans la feuille, dans la cellule I3. Je fais OK. Qu'est-ce que je veux comme tableau croisé dynamique? Je veux le type, qui va être le nom de mes lignes. Je veux le nombre de transactions et la somme des ventes, ou les ventes mensuelles en dollars. Je vois que tout marche assez bien. Dans ma colonne I, j'ai le nombre de mes transactions. Dans la colonne A, dans la colonne K, j'ai mes ventes. Mais par contre, dans la colonne J, il fait la somme des transactions. Je ne veux pas la somme des transactions comme on voit ici. Je vais aller dans Paramètres des champs de valeur. Moi, je vais avoir le nombre de transactions. Il va me les compter 1, 2, 3, 4 et non pas les additionner. Le numéro de transaction est un nombre, donc il peut facilement les additionner, donc il les a additionnés, mais c'est pas ça que je veux qu'il les compte. Alors voici donc mon tableau croisé dynamique. Pour faciliter le travail, je vais prendre ce tableau croisé dynamique, je vais le copier et je vais coller seulement les valeurs. Je vais prendre ce tableau croisé dynamique et je vais mettre des bordures simples partout. Je remarque ici, j'ai une cellule vide. Pas une cellule, mais une ligne vide. Je vais l'effacer, j'en ai pas de besoin. Et je vais décaler le tout vers le haut. Je vais mettre une bordure large entre mon titre et mes données. Je vais mettre une bordure large entre mes données et le total. Le titre de la première colonne va s'appeler « Type de transaction ». Le titre de ma seconde colonne va s'appeler « ND de transaction » pour nombre de transactions. Et ma troisième colonne va s'appeler tout simplement « Vente mensuelle ». Les titres sont centrés. La deuxième colonne est centrée. La troisième colonne est présentée en dollars français Canada avec 0 décimal. Décimal ici, évidemment, ce n'est pas vraiment nécessaire. La troisième colonne est à droite, mais les données en dollars sont déjà à droite de toute façon. Je viens de créer mon premier tableau croisé dynamique. Mon second tableau croisé dynamique va aller en I9. Je sélectionne les colonnes A à G. Je fais insertion, tableau croisé dynamique. Les colonnes A à G sont sélectionnées. Je m'en fais dans la feuille existante. Cliquez sur I9. Je fais OK. La première colonne, c'est le numéro de produit. Je prends le numéro de produit, je vais le mettre dans les lignes. Et là, je vois le numéro de produit apparaître. La deuxième colonne, c'est toujours le nombre de transactions. La troisième colonne, c'est toujours les ventes en dollars. Les ventes en dollars, il fait la somme, mais le numéro de transaction, il y compte pas. Il fait la somme aussi. Donc, je vais aller changer le numéro de transaction pour qu'il puisse compter le numéro de transaction. Le numéro de transaction se compte, parfait. Mon tableau croisé dynamique est complété. Je sélectionne mon tableau croisé dynamique et je descends jusqu'à la ligne 110. On se souvient qu'il est possible que ce tableau se déroule jusqu'à la ligne 110.
je copie ce tableau, je le colle, seulement les valeurs. Je prends le tableau, je vais mettre des bordures simples partout, sauf sous le titre où je vais mettre une bordure plus large. Mes deux premières colonnes, jusqu'à la ligne 110, sont centrées. Ma dernière colonne, jusqu'à la ligne 110 encore une fois, est dans un format monétaire sans décimale français-Canada. Le titre de ma première colonne, c'est numéro produit. Le titre de ma seconde colonne, c'est nombre de transactions. Et le titre de ma dernière colonne, c'est toujours vente mensuelle. Le titre de ma dernière colonne est centré. J'ai de compléter mon deuxième tableau croisé dynamique. Mon troisième tableau croisé dynamique. Alors, je vais descendre à la ligne I112 pour le faire. Je vais sélectionner les colonnes A à G. Je vais faire insertion, insérer un tableau croisé dynamique. Les colonnes A à G sont déjà là. Je vais mettre ça dans la feuille existante sur la cellule I112. Je fais OK. Mon deuxième tableau croisé dynamique apparaît. Je vais commencer par mettre les dates ainsi que les ventes. Ça va me donner les ventes par jour. Je vais fermer ça. Je sélectionne mon troisième tableau croisé dynamique. Là, je vois qu'il va jusqu'au 28. Il pourrait donc aller jusqu'au 29, 30 ou 31. Je vais descendre 3 lignes plus bas. Je vais cliquer à droite, je vais copier et je vais coller seulement que les valeurs. Ma première colonne, ce sont des dates. Alors, je vais mettre le format date, année, mois, jour. Ma deuxième colonne, ce sont des dollars. Clique à droite, format cellule, monétaire, sans décimale et avec un format français-Canada. Ma première colonne, elle est centrée. Mon tableau est constitué de bordures simples avec un titre qui contient une bordure qui est plus large. Ma deuxième colonne s'appelle « Vente mensuelle ». Non, ce n'est pas les ventes mensuelles dans ce cas-là, c'est les ventes quotidiennes. Et la première colonne, c'est « Date ». Le titre de la deuxième colonne est centré. Et voilà, je viens de faire mon troisième tableau croisé dynamique. Il me reste à créer mes deux graphiques. Alors, pour créer mes deux graphiques, mon premier graphique, on se souvient que c'est le type de transaction avec les ventes mensuelles. Pour sélectionner les ventes mensuelles, j'ai appuyé sur la touche CTRL en bas à gauche de mon clavier. J'insère mon graphique. C'est un graphique secteur. Ce graphique secteur s'appelle « Vente mensuelle par type de transaction ». Ce graphique secteur, la légende, je la mets plus large pour que ça puisse se voir plus facilement. Et la légende, je vais mettre une taille un petit peu plus grande. Je vais cliquer sur plus, je vais lui dire que je vais avoir les étiquettes à l'intérieur de mes secteurs. Là, je vois que les étiquettes, je ne les vois pas bien. Je vais augmenter la taille de mes étiquettes et je vais mettre mes étiquettes en blanc et en gras pour bien voir la taille de mes étiquettes. Je vais cliquer sur mon graphique, bien comme il faut, et ensuite je reclique une autre fois pour déplacer le graphique précisément à la cellule M3.
et je vais appuyer sur la touche Échapper ou Escape en anglais pour désélectionner mon graphique. Mon premier graphique a été positionné. Je vais aller créer maintenant mon second graphique. Mon second graphique, je m'en vais en bas. Je sélectionne mes dates avec mes ventes quotidiennes pour le mois. Là, je peux monter en haut comme ça parce que mon graphique va apparaître dans cette zone-là ici. Je vais faire Insertion, graphique courbe, le premier, il apparaît. Il s'appelle Vente quotidienne. Alors, il s'appelle Vente quotidienne, c'est parfait. Je mets un V majuscule. Je vois que mon axe vertical est en dollars, sans décimale. Je vois que mon axe horizontal, les dates sont un peu penchées. Donc, je vais cliquer à droite. Je vais faire mise en forme de l'axe. Je vais m'en aller sur l'alignement de mes mots. Non, dans celui-là, c'est des dates. Je vais cliquer ici, puis je vais mettre ça, pivoter à 270 degrés, ce qui va faire que les dates vont être droites, plus faciles à lire. Je clique ici. Je clique sur mon graphique. Je clique une autre fois sur mon graphique et je déplace le graphique précisément à M19. Je lâche le tout. J'appuie sur la touche Échapper ou Escape. Je vais cliquer sur la touche A1. Et voilà, je viens de terminer ma macro-commande. Tout ce que je viens de faire à l'écran a été enregistré. Je vais donc stopper ou arrêter ma macro-commande. Et voilà. Il ne nous reste qu'à la tester. Avant de tester notre macro-commande, il faut d'abord changer le nom de la feuille que nous venons de créer. Donc, on avait dit qu'on allait l'appeler Transaction février 2023. Et on voit que la feuille de transaction février 2023, grâce à la macro-commande que nous venons de créer, elle est identique à la feuille de janvier. Évidemment, les statistiques ne sont pas les mêmes parce que c'est pas le même mois, mais on voit que la mise en page est identique et on a nos résultats d'analyse pour février 2023. Pour tester notre macro-commande, on pourrait effacer tout ce qu'on a fait ou bien, encore mieux, aller télécharger le mois de mars pour appliquer la macro-commande au mois de mars. Nous avons ici dans notre répertoire le fichier des statistiques historiques pour le mois de mars que nous allons ouvrir. On va faire exactement la même chose que pour la création de la macro-commande. On va prendre cette feuille transaction, qui est la feuille comme on voit ici pour le mois de mars. On va l'amener dans notre fichier en copiant cette feuille dans le fichier où la macro est située. On va mettre la feuille transaction à la fin. Alors, on voit qu'on a maintenant la feuille de janvier, la feuille de février et la feuille transaction. La feuille transaction a exactement le même format que les deux premières, mais pas le même nombre de lignes, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu le même nombre de transactions en mars ou en février ou en janvier. Alors, nous fixons en A1 et nous faisons CTRL-J. On pourrait très bien aller dans macro ici, aller démarrer la macro par l'exécution qu'on voit ici, ou bien en faisant le raccourci CTRL-J que nous avons programmé dans la macro. Alors, on y va avec CTRL-J. Et voilà, la macro s'est exécutée pratiquement parfaitement. On voit que les graphiques ne sont pas exactement à la bonne place. Mais on peut tout simplement déplacer le graphique du mois de mars exactement à sa place, déplacer le graphique courbe du mois de mars exactement à sa place. Et nous avons ici les statistiques du mois de mars 2023, les statistiques du mois de février et du mois de janvier. Puis on voit que tout s'ajuste en fonction de les données historiques que nous avons pour les 3 premiers mois.
Alors, je crois que nous avons réussi à faire notre macro-commande complexe. Et je vois qu'ici, dans le mois de mars, il y a le tableau numéro 1 avec les statistiques, tableau numéro 2 et tableau numéro 3, plus précis. Je crois que nous avons bien atteint notre objectif d'automatiser des tâches complexes à l'aide d'une macro-commande. On a programmé celle-ci et on a validé qu'elle fonctionnait correctement avec un nouveau jeu de données.